Par des firmes d'ingénieurs des deux partis au pouvoir. En bleu, vous voyez ici le Parti québécois. En rouge, le Parti libéral. Ce qui est assez surprenant, c'est l'augmentation fulgurante des dons au Parti libéral. C'est une augmentation de 500% sur moins de 10 ans. C'est beaucoup plus que tous les secteurs économiques du Québec, même les meilleurs. La question qui était posée au gouvernement, c'est est-ce que oui ou non, ça peut avoir une influence sur les grandes décisions que prend l'État à différentes étapes. J'ai souligné au ministre que dès l'entrée au pouvoir du gouvernement Charest, en septembre, le 14 septembre plus précisément, M. Charest annonce que la sous-traitance fait partie maintenant du mandat de tous les organismes de l'État. On va rentrer la sous-traitance dans l'État. Un mois plus tard, Mme Jérôme Forget, qui était à l'époque, je pense, présidente du Conseil du Trésor, déclare qu'il fallait mieux rétribuer les firmes de génie conseil privées, c'est-à-dire augmenter les taux horaires, les tarifs horaires qui ont grimpé jusqu'à 30% pour certains de ces ingénieurs, entre 16 et 30% pour être plus exact. Alors, j'ai demandé au ministre, est-ce qu'il y a un lien entre le financement sectoriel et ce genre de décision? Ou encore, est-ce qu'il y a un lien entre le financement sectoriel, firmes de génie conseil, constructeurs, qu'on sait maintenant avec les nombreuses révélations que dénonce d'ailleurs M. Duchesneau dans son rapport, et les décisions que prend le gouvernement de faire, par exemple, la réfection de Gentilly 2, une vieille centrale nucléaire, qui va être coûteux, qui va être ruineux, qui va produire une électricité qui n'est pas rentable. De la même manière, dans la Romaine. Gentilly 2, là, soit dit en passant, c'est SNC-Lavalin, essentiellement. Est-ce que c'est la même raison qui a poussé le gouvernement à se lancer dans un méga projet de 8 milliards de dollars sur la Romaine, qui détruit une de nos dernières rivières patrimoniales, alors qu'on sait que ça va produire de l'énergie? Ça a été encore confirmé aujourd'hui par un économiste. Qui va produire une électricité donc à perte pour le Québec. Et on se rappelle, je l'ai répété à de nombreuses reprises depuis un an, la Romaine, c'est surtout des contrats aux entreprises de Tony Accurso et aux entreprises liées à la famille de Franco Fava, un des financiers du Parti libéral. Le ministre n'a pas dit mot. Et le proverbe veut que qui ne dit mot consent. Donc j'en déduis que le ministre qui s'est levé, M. Vallière, à tout le moins, n'était pas en mesure de nier ces affirmations, que le financement sectoriel emmène le gouvernement à prendre des décisions sur 10 ans qui font en sorte qu'aujourd'hui, en quelque sorte, comme M. Duchesneau le déclarait, le gouvernement a remis les clés de la maison entre les firmes de génie conseil. Il dit d'ailleurs dans son rapport, il semble y avoir d'autres maîtres des lieux que le gouvernement lui-même. Merci pour votre attention. Est-ce que vous n'êtes pas en train de renverser le fardeau de la preuve? Vous avez dit que le ministre n'a pas nié, mais il faut amener des preuves qu'il y a eu malversation. Vous dites qu'il n'a pas nié, mais vous n'avez rien il y a au moins comme preuve à avancer. Il y a au moins une des firmes qui l'a reconnu. Axor a reconnu, c'était la... En fait, vous savez qu'Axor, c'est un des plus petits joueurs dans le domaine des firmes de génie conseil. C'est vraiment un junior par rapport à SNC-Lavalin, à Cimentus. Axor l'a reconnu. Et d'après les propos qui ont été attribués à son président, c'est un peu à cause de son malaise. Axor, au moins, a eu l'honnêteté de reconnaître qu'il y a un problème et qu'il faut... Donc, il a reconnu le méfait qu'il avait utilisé un système frauduleux pour financer le Parti libéral. Et on sait que toutes les décisions, la levée du moratoire sur les mini-centrales profitent à certaines entreprises comme Axor, comme BPR. SNC-Lavalin s'est porté acquéreur de l'Énergie atomique du Canada, du moins une partie importante. Est-ce que vous pensez que c'est lié avec tant le gouvernement fédéral à Ottawa et ici le Parti libéral au Québec, que c'est en raison de cela qu'ils font énormément au Parti libéral? Pas plus le contrat de... Je ne connais pas ces liens avec les partis au pouvoir au niveau fédéral. J'imagine qu'une entreprise de la taille de SNC-Lavalin, qui semble partager les mêmes cultures politiques que toutes ces entreprises de sa dimension pratique actuellement au Québec. Peut-être au niveau fédéral, ils ont les mêmes pratiques, mais en tout cas au Québec, c'est sûr que l'octroi d'un contrat de l'importance de Gentilly 2 par le gouvernement libéral donne des perspectives d'affaires suffisamment importantes pour que SNC ensuite, en tout cas c'est un gros coup de pouce pour que SNC se porte acquéreur de l'Énergie atomique du Canada, qui est un canard boiteux pour le gouvernement fédéral. Comprenez-vous ce que je veux dire? Autrement dit, l'acquisition de l'Énergie atomique du Canada, c'est un risque financier majeur, même pour SNC-Lavalin. Or, il obtient du gouvernement québécois un gros contrat pour Gentilly 2. Moi, j'estime que c'est un gros coup de pouce. C'est peut-être pas délibéré, mais en tout cas, dans la mécanique des choses, ça semble une séquence
qui est assez curieux dans le temps. Et 6 mois plus, vous avez... Ils ont reçu quoi selon vous? Quel genre de grand... Il y a plus qu'un an, on a démontré plusieurs contrats, dont des contrats sans appel d'offres de 6 mois plus, surtout dans la construction routière et dans la construction d'infrastructures. Je n'ai pas les chiffres détaillés en main, mais si vous le voulez, on vous l'offrira. 6 mois plus est très intimement associé aux entreprises de M. Accurso, par exemple, dans toute l'infrastructure routière dans la région métropolitaine de Montréal. Si vous prenez l'autoroute 15, là, ces deux-là sont souvent associés dans les mêmes chantiers. Au-delà de la question des PPP, qu'avez-vous pensé des propos de Dominique Jérôme Forget qui disait que les firmes d'ingénieurs ne voulaient pas participer au PPP ou voulaient tuer les PPP parce qu'elles voulaient frauder? J'ai vérifié. Ben, elle vient un peu confirmer. Je lui signale simplement qu'elle a été un peu l'artisan elle-même. Elle était au cœur du projet de réingénierie de l'État qui a permis, comme M. Duchesneau l'a dit, les failles de la réingénierie ont permis cette prise de contrôle par les firmes privées. Alors, elle n'a elle-même qu'à blâmer, mais je pense que son analyse est quand même juste, parce que je l'ai vérifié auprès de certains ingénieurs. C'est sûr qu'après avoir investi tant d'argent dans les partis au pouvoir, les firmes d'ingénieurs, s'ils ont suffisamment d'entrée au pouvoir, le contrôle sur les orientations du gouvernement, pourquoi est-ce que ces ingénieurs accueilleraient une compétition avec d'autres firmes d'ingénierie internationaux? Donc, ça peut se comprendre. Voilà les contradictions de ce système. De 30%, vous parlez un peu plus de ça. Qu'est-ce que vous insinuez par Écoutez, le gouvernement Charest arrive au pouvoir. 5 mois plus tard, le 14 septembre, le premier ministre dit on va sous-contracter. Un peu ce que dénonce M. Duchesneau. Il dit c'est en sous-contractant à l'excès, en remettant la conception, la surveillance et la réalisation des projets entre les mains du privé qu'on est dans une situation où on a perdu la capacité de contrôle et l'expertise. Or, c'est des décisions qui ont été prises très tôt après la venue au pouvoir du Parti libéral. Mme Jérôme Forget, ensuite, augmente leur taux horaire. D'ailleurs, dans un reportage, c'est assez similaire comme situation qu'un de vos collègues ici présents a fait sur Hydro-Québec, sur Gentilly 2. On voit exactement le topo. C'est un projet d'Hydro-Québec, Gentilly 2. Sauf que toute la réalisation du projet est donnée à des firmes de génie conseil privées qui embauchent les mêmes ingénieurs d'Hydro-Québec, leur payent 80 $ plutôt que de 50 $ qui est le tarif à l'interne d'Hydro-Québec, mais empochent 120 $ de l'heure. Est-ce que je me trompe? C'est 120 ou 140? C'est à peu près dans ces chiffres-là. Mais pour réaliser ce que l'ingénieur d'Hydro-Québec dénonce, il dit c'est notre projet, c'est nous qui l'avons conçu. On l'a conçu. C'est nos propres ingénieurs qui ensuite sont recrutés, donc perte d'expertise, par les firmes de génie conseil, puis ils nous facturent plus que le double pour sa réalisation. Et ça montre que le gouvernement est main dans la main avec le génie conseil? La conseil. question qui se pose, regardez, une commission d'enquête va nous donner une réponse précise là-dessus, c'est ce qu'on veut. Mais la question que j'ai posée au ministre, j'ai dit, est-ce que vous pouvez nier donc qu'il y a un lien? Pourquoi les entreprises, juste 2 d'entre elles, donnent 2,5 millions de dollars au parti au pouvoir sur 10 ans? Si on fait le compte de toutes les entreprises, là, les chiffres augmentent de manière importante. On n'a juste pas eu les ressources pour le faire. Alors, la question qui se pose, pourquoi ces entreprises donnent autant? Ce n'est pas les entreprises qui donnent, c'est des gens qui sont dans les entreprises. Écoutez, il y a un profil systématique aujourd'hui en cours. Axor l'a reconnu. D'autres ont exactement le profil. Ce que le directeur général des élections a dit, c'est que je suis dans l'incapacité, avec les moyens que j'ai, de prouver. Mais c'est le même profil. Monsieur Catel, quand on regarde le décret de 93, puis ensuite le décret de 2003, il y a une période de 10 ans, oui, à l'intérieur de laquelle on comprend qu'il n'y a eu aucune augmentation. Et là, on a une augmentation de 30 %, ça équivaut à 3 % par année. Je l'ai comparé, moi. Est-ce que c'est exagéré? Une augmentation de 3 % par année? Je l'ai comparé. Voici ce qu'on a obtenu, même si vous reculez de 10 ans, puis vous, disons qu'on donne le bénéfice du doute au gouvernement à Mme Jérôme Forget. Ça fait quand même 30 %, alors que sur une période de 2003, même en incluant la partie qui a été décidée par le Parti québécois avant, puis que le gouvernement a entériné. Vous additionnez ça à toutes les augmentations qu'ont eu les autres employés de l'État québécois, ça fait 8 %. Une marge. De 1993 à 2003, les oui, autres employés de l'État... Je comprends. C'est étalé sur 10 ans. Je vous dis qu'un autre étalement qu'on peut faire entre 2003 et 2009, ça fait 6 ans. Sur 6 ans, c'est 8 %. Donc, faites les comparaisons, ça ne tient pas la route. Je veux dire, il y a une exagération et il y a un favoritisme assez évident dans ça. Alors même que le gouvernement, à ses débuts, rappelez-vous, M. Charest parlait d'un trou dans la balance de l'État de plusieurs milliards de dollars, puis l'importance de
de se serrer la ceinture. Puis les premières décisions annoncées, c'était des coupes, puis c'était le gel de salaire des employés de l'État en 2004 et en 2005. Alors, au moment où il tient ce discours-là, il augmente les ingénieurs. C'était quoi l'urgence, là, d'augmenter les tarifs horaires des firmes d'ingénieurs privés? C'était quoi l'urgence? Vous avez posé la question, mais est-ce que vous faites l'équation? Donc, les firmes d'ingénieurs ont donné 2,5 millions, donc le gouvernement est assujetti aux firmes d'ingénieurs? En fait, le silence du ministre, en ne répondant pas, en ne niant l'affirmation que je faisais, je pense, vient corroborer ces doutes que tout le monde a aujourd'hui, que comme M. Duchesneau le dit, le gouvernement a remis les clés de la maison entre les mains des firmes privées, des firmes d'ingénieurs ou des entreprises de construction. Si le gouvernement n'est pas d'accord avec mon interprétation, qu'il déclenche une enquête publique. Qu'est-ce que vous pensez de la main tendue de M. Duthil ce matin? Vous avez vu une main tendue? Expliquez-moi. Il a demandé l'aide de l'opposition. Ah oui, pour reconnaître qu'il y a des problèmes avec la commission d'enquête publique. Écoutez, je pense que c'est des affirmations qui ne tiennent pas la route. La première de ces affirmations, c'est l'immunité ou l'impunité, mais je signale que dans toutes les commissions d'enquête que je connaisse, pour le peu que je connais, et les commissions d'enquête que M. Duchesneau énumère à la fin de son rapport ailleurs, en Australie, en Allemagne, en Corée du Sud, partout, il y a, pour chercher les gros morceaux, exactement comme dans les enquêtes criminelles, pour chercher les principaux responsables, pour atteindre les chefs de réseau, pour atteindre les principaux coupables, on offre une immunité aux délateurs, à ceux qui viennent témoigner. Ça fait partie des mécaniques habituelles. Parfois même certaines commissions publiques, quand il en va de l'intérêt national, puis on veut absolument mettre fin à un système qu'on ne veut plus qui continue, on offre la clémence à tout le monde. Mais on n'a même pas besoin de ça. Il suffit d'avoir une commission d'enquête publique où plein d'intermédiaires actuellement dans tous les cadres qui ont agi à travers toutes ces années, à la fois dans le financement du Parti libéral, mais aussi les firmes de construction ou de génie conseil ou ailleurs, on pourrait leur donner un peu d'immunité pour épingler les Tony Accurso de ce monde, les Franco Fava de ce monde, les Marc Bibot de ce monde. Qu'est-ce que ça signifie? Dans le fond, ma question, c'est qu'est-ce que ça signifie, ce changement d'attitude? Parce que ça fait 2 ans que l'opposition réclame une enquête publique. Et là, le gouvernement tend la main à l'opposition en disant « Trouvez-nous une façon... » Je pense que la pression monte à l'intérieur même du Parti libéral. Il y a plusieurs indicateurs au cours des derniers jours qui nous le montrent. La démission du rédacteur des discours de M. Charest, les déclarations de M. Poupard, le volte-face du parti qui ne voulait pas parler de la commission d'enquête lors de leur congrès, mais qui finalement vont en parler. Tout ceci montre que le Parti libéral commence à ressentir la pression que par ailleurs on observe nous-mêmes. Est-ce que vous pensez qu'ils essaient d'acheter du temps en agissant ainsi? C'est ce que fait le Parti libéral depuis 2 ans, mais je pense que le Parti libéral doit réaliser qu'il ne reste pas grand temps jusqu'aux prochaines élections et qu'il ne compte surtout pas sur nous pour lui laisser filer avec ça. S'il pense que c'est fini avec le dépôt du rapport de M. Duchesneau, je pense qu'il ne fait rien pour attendre. Sur la question des cégeps, Monsieur Oui. Kadir, la proposition... Anything in English? Yeah, actually, can I just bring it back to your theme? I want to ask you very specifically, you probably saw this story this morning in Le Devoir. It's Geneva is predicting that within 10 years there will be, government policy will change as far as development of oil rigs, and that the Gulf of St. Lawrence will be full of oil rigs in 10 years. Is this an example of what you're talking about? Unfortunately, preparing my question, I didn't even have time to see the first page of Le Devoir. It's my error, but I want to. But I realized that it might have helped a lot because there seems to be, from what you say, that Geneva knows in advance the orientations of our government. Geneva is one of those who's financing the Liberal Party. Yeah. And is that an indication of how engineering firms dictate public policy? Well, everything that we see is an indication. I have indicated that for Quebec, producing electricity by renovating the nuclear plant of Gentilly II is ruining. Not only it's environmentally disastrous and dangerous, because it's an old technology, but it's also not rentable, not profitable. Same thing, this is $2 billion. Add to that
4 dams over La Romaine, environmentally controversial, but also not profitable. $8 billion of projects. So over $10 billion, just 2 projects of $10 billion, we're doing things that are not sound economically. No government would do that if there is not orientation dictated which is contrary to public interest. Because what we're doing in Gentilly, what we're doing in La Romaine with big hydroelectric dam are not sound from the public interest point of view. So there must be the interest of somebody else. So what do we look? We look to who are defining the interest of the Liberal Party. These are who are defining the interest of the Liberal Party. See how the financement of the Liberal Party has exploded over a period of 6 years. From about $50,000 just for 2 firms. I'm not counting in that a lot of other firms that are involved. From $50,000 coming from them to more than $250,000. So it's a growth of 500%. Do you know very much business in Quebec which had seen such a growth in the 6 last years? Do you notice a difference in the tone of the government with regards to holding a public inquiry? Yeah, the government, by changing a bit its attitude, is showing that they are now cracking a little bit. There have been several indications in the last few days. The one who is writing the school? The speechwriter. Yeah, the speechwriter of the Prime Minister has mentioned conscious problems. A very prominent Liberal organizer has said that we have to have a response to that. It's not acceptable. And now even the party has decided to change attitude and discuss it in a few weeks in their Congress. And I think it's because they're realizing that denying the necessity of a public inquiry is doing more damage to them than opening up. Because they're going to ruin the Liberal Party. If they continue to deny and deny and deny, it will be even more ruinous for the future of the Liberal Party of Quebec. And that's my message. I mean, we need the leadership of the English community, which has historical links with the Liberal Party. We are looking for leaders in the English community to come up and to speak up and say we have to change attitude. Your message is save the Liberal Party? Well, it's not mine, but it's the party which is representing, I think I'm not erroneous in saying that, which has represented the interest of the English community, of a lot of allophones, non-francophones. So it's time that leaders from this community rise up and speak out. Do you think the public wants the inquiry so much that they'd be willing to see a whole bunch of people get immunity? You were mentioning that in front. That's not a problem. In every criminal inquiry, there are a certain number of witnesses to which we give immunity to in order to, get the main criminals. So that's the same thing. What's the difference? The government is just, that's a fails problem. Cégep en français. Oui. Ah oui. Donc, la déclaration de M. Legault sur le fait que lui, il verrait bien une possible abolition à long terme des cégeps. M. Legault fait parfois de ces déclarations malhabiles. Je m'étonne je dirais, du caractère un peu improvisé de ce genre de déclaration. De toute évidence, il n'a pas beaucoup réfléchi avant de dire ces choses-là. D'ailleurs, je pense qu'il insiste lui-même pour ne pas trop réaborder la chose, puis il veut l'oublier. Alors, laissons-le tranquille. Ce qui est certain, c'est que moi, je suis fier d'avoir étudié dans le système public, où il y avait des commissions scolaires. Je suis fier d'avoir étudié dans le cégep public, qui fait que j'ai réussi à faire des études en physique, en médecine, et qu'aujourd'hui, je représente un parti à l'Assemblée nationale. Puis je pense que M. Legault devrait lui aussi être fier des cégeps, parce que je pense qu'il a étudié là, lui aussi. Les premiers joints qu'on fume au cégep, c'est vrai ça? C'est une bonne chose? Je ne peux pas vous donner plus d'informations que M. Legault sur les premiers joints de M. Legault ou de moi-même. Allez-vous inhaler dans votre cas? Est-ce que vous avez inhalé? Je n'ai jamais, en tout cas, exhalé. Merci beaucoup.